le sujet un peu plus technique maintenant. On va entrer un peu en profondeur sur un sujet qui me tient à cœur. On va parler d'enrichissement et de quelque chose que je regrette énormément. Je regrette énormément d'avoir découvert l'investissement boursier très tardivement. Je vais vous donner une statistique. Aux États-Unis, à peu près 60% des foyers, vous m'entendez bien au fond? Oui, oui. Ok. À peu près 60% des foyers investissent en bourse. 60%. C'est énorme. Ça veut dire que vous prenez 10 maisons aux États-Unis, 6 investissent en bourse. En France, ce chiffre s'effondre à 15%. Je pense que nous, on a pris les habitudes de l'ancien colonisateur. Quand on arrive dans les pays d'Afrique francophone, quand on demande combien de personnes investissent en bourse ici, je pense qu'on est à 0, tu alignes les zéros jusqu'à toi là et tu mets un là-bas. Mais on n'investit pas en bourse parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Et comme vous allez le découvrir maintenant, c'est probablement le moyen le plus puissant de gagner de l'argent sans trop se prendre la tête. Alors, je vais descendre, parce que moi j'ai des proches de vous. Donc je vais donner du travail au caméraman, tu vas devoir me suivre partout là, ça va être compliqué pour lui. Mais il faut qu'il joue son salaire. Je peux avoir notre micro. Je ne vais pas poser la question. Quelle est une question pour vous, hein, c'est une question. Quel est le rôle de l'argent? Alors, je ne vais pas poser la question aux gens qui sont devant, je ne vais pas les embrasser. On va aller au fond. Christelle, modératrice, ça va? On parle de Christelle des Pays-Bas. Et il y a des gens qui ont dit que c'est loin. On a dit que c'est loin. Christelle, quel est le rôle de l'argent? Ok. Oui, c'est la liberté. Ah, monsieur, quel est le rôle de l'argent? Très bien. Ah, monsieur. Monsieur. Vous avez une autre réponse? Ok. Non, on va pas parler de la classe, c'est pas grave. Vous savez, fondamentalement, la définition que les gens font par rapport au rôle de l'argent, il y a 3 définitions par rapport à l'argent. 3 rôles, globalement. La première définition, c'est la définition la plus commune. Et c'est celle que j'appelle la définition des pauvres avec l'argent. Les pauvres pensent que, alors quand je parle de pauvre, je parle de pauvreté en termes d'état d'esprit. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es pauvre en réalité. C'est juste une question de temps. Ça va, c'est beau. Tout comme tu peux ne rien avoir maintenant, mais ce n'est qu'une question de temps que tu deviendras riche. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un, je peux savoir si c'est quelqu'un qui deviendra riche ou si c'est quelqu'un qui finira pauvre. Parce que le rapport qu'il a à l'argent démontre si c'est quelqu'un qui va en avoir de plus en plus ou qui va en avoir de moins en moins. Alors, les pauvres pensent que l'argent a pour but de payer les charges. C'est le mental des pauvres. Ils pensent que l'argent, ça a pour but de payer les charges. Voilà pourquoi, même quand vous avez un pauvre en entretien, il indexe son salaire par rapport à ses charges. Il a calculé ça dans sa tête, il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité, il doit payer le transport. Et quand il est en entretien, il dit qu'il veut 200 000. Même si tu lui demandes de balayer, il te dit qu'il veut 200 000. C'est-à-dire qu'il ne lie pas son salaire à la valeur qu'il apporte. Il lie son salaire à ses charges. C'est la grande majorité des gens. Deuxième catégorie, la mentalité la plus dangereuse, c'est la mentalité de la classe moyenne. La classe moyenne, ce sont des gens qui pensent que l'argent a pour but de bien vivre. En passant, c'est la classe pauvre qui pense que l'argent, c'est pour régler les problèmes. Ok? La classe moyenne pense que l'argent a pour but de bien vivre. Voilà pourquoi quand quelqu'un a une mentalité de classe moyenne, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec l'argent? Il essaye de se faire plaisir.
Quand quelqu'un est dans la classe moyenne, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va essayer d'avoir une belle maison, rouler dans une belle voiture, porter de beaux vêtements, en plus, envoyer ses enfants dans des écoles chères, et bien évidemment, justement, aller lui-même en vacances de temps en temps à Paris, à New York, etc. Ça, c'est la mentalité la plus dangereuse au monde, et c'est elle qui maintient les gens dans la pauvreté. On appelle la mentalité de la classe moyenne parce que c'est la mentalité à laquelle la plupart des salariés qui sont dans des entreprises ont. La plupart des gens qui sont à des postes élevés, c'est pour ça qu'ils sont. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens dans la vie, et c'est peut-être le cas dans votre famille, parlent de leur période où ils avaient de l'argent toujours au passé. On a tout ça dans nos familles, non? C'est peut-être ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, qui te dit toujours qu'avant, j'avais l'argent. Le avant, là, ne reviendra jamais. Parce que cette mentalité-là épuise financièrement au fil du temps. Et puis on a la mentalité des riches. Et la mentalité des riches par rapport à l'argent dit que les riches savent que le but principal de l'argent, c'est d'être multiplié. Les riches savent. Voilà pourquoi quand un riche a 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million ou même 20 millions, la première question qu'il se pose, c'est comment je multiplie cet argent? Le pauvre se demande qu'est-ce que je peux payer comme charge. La classe moyenne se demande comment je peux me faire plaisir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que jusque-là c'est clair? D'accord. À la suite de ça, quand vous avez donc compris à 3 mentalités, la question après qu'on peut se poser. Alors, ouais. Vous appelez. La question d'après qu'on peut se poser, c'est de savoir, ok, on a compris qu'il y a 3 mentalités par rapport à l'argent. On a compris que la plupart d'entre nous sont dans la mentalité des pauvres. C'est ce que je disais, la grande majorité des gens. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, est-ce que tu es riche? Si tu n'es pas riche, c'est que tu n'as pas de mentalité. C'est clair. Il ne faut pas essayer de faire du diagnostic, on regarde le fait. Est-ce que tu es riche? Et quand je parle de riche, je parle du fait que tu as un salaire de 1 million ou 2. Ce n'est pas une question de montant de ton salaire. C'est une question de la mécanique financière que tu as établie dans ta vie. Qui fait qu'année après année, est-ce que tu bâtis un patrimoine qui augmente? Ou alors année après année, tu augmentes le salaire, c'est ton patron tous fort. C'est le patron qui décide toujours la demande de soutenir. Tu n'as plus rien. Donc c'est très important de comprendre comment on s'enrichit. En réalité, il y a 3 moyens pour devenir riche dans le monde. 3. Pas plus. Ok? 3. Et le salariat n'en fait pas partie. C'est-à-dire que si vous prenez les 1000 hommes les plus riches du Cameroun, vous n'avez aucun salarié là. Ça me sert pas. Prenez même le PDG d'Orange, de Red, de tout ce que vous voulez. Prenez les 1000 hommes les plus riches du Cameroun, aucun salarié là. C'est que certains vont essayer de mettre Cameroun la place du PDG d'Orange. Si je peux avoir son salaire, ce serait quand même qu'il y ait un autre salarié. Oui, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une mécanique très dangereuse. Je vais prendre 2 exemples. Je pense voir l'exemple de mon père, qui est d'ailleurs dans la salle. Mon père et moi, on peut l'applaudir. Le pasteur de l'Espérance qui est levé. Je suis très content qu'ils soient là. Avec ma famille, mes frères et sœurs qui sont là dans la salle. Merci beaucoup d'être venus. Et quand on fait une activité publique comme celle-ci, c'est important de préserver sa famille. Parce qu'ils n'ont pas choisi cette fille-là, c'est moi qui l'ai choisi. Ils n'ont pas être sur les producteurs, alors qu'ils n'ont rien demandé. Et donc, mon père et moi, on a des parcours un peu différents par rapport à là. Il me permet de le dire, c'est sa vie, c'est de la sagesse qu'il en a tirée. J'aime bien cette histoire, mais mon père est très jeune. Et il est là, il a déjà compris, donc je ne vais pas dire c'est très facile dans la famille. Mon père est une famille pauvre, mais comme beaucoup de Camerounais. Tellement pauvre que quand il était petit, à 8 ans, il ramassait dans les poubelles. Je sais qu'au Cameroun, quand on dit que quelqu'un est pauvre, il y a pauvre et pauvre. On est d'accord? Même quand quelqu'un dit que c'est pauvre, il ne ramasse pas dans la poubelle quand même. Et pourtant, mon père a commencé à ce niveau, très bas.
c'est un jour, alors, il raconte qu'il ramassait le poubelle, mais il est ramassé à base de ceci, même quand le gars ramasse la poubelle, il s'affiche sur poubelle. Il se dit, la poubelle de Bastos, ce n'est pas la poubelle de Damas. Il va à Bastos. Et puis un jour, quand il est dit que c'est à l'associateur de ramasser, comme d'autres enfants, c'est parce qu'il dit qu'il a marqué profondément. C'est qu'il voit dans une maison un couple qui a table en train de manger avec des enfants de son âge. Et ça nous frappe parce qu'il se demande, qu'est-ce que ces enfants-là font à table? Parce que je pense que dans sa tête, c'était normal que les enfants soient en train de ramasser. Et donc, on commence à se poser des questions, pourquoi les enfants sont à table alors que moi, je suis en train de ramasser? Et de cette question-là, il va apprendre en fait, c'est parce que leur papa a fait des études. Et il a été étudiant pendant ses études, il a fait un bon boulot. Mon père a donc fait sa foi de sortir de la pauvreté. À 26 ans, il va être le plus jeune directeur de banque de campus, avec un parcours excellent académique. Histoire comme ça, pas encore la partie. Directeur de banque, avec tous les avantages que ça implique, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, tout le monde l'a vu. J'aime souvent dire qu'il fabriquait avant que le fabriquage existe. Quelqu'un qui arrivé au marché, qui offrait à manger à tout le monde, c'est autre chose. Mais j'aime aussi rappeler que ces années-là, ces années de classe, sont finies. Elles sont finies parce que, du coup, il a fait l'option de ce qui arrive. Et il est passé par des moments très difficiles. Des moments qui ont été pénibles pour lui, mais qui lui ont appris deux choses. La première, c'est que mon père est devenu un homme très, très sage. Parce que dans les échecs qu'on n'apprend rien dans les échecs qu'on apprend. Et donc, il a passé sa vie à nous transmettre les leçons de sagesse qu'il a. Je pense que je n'ai pas été un très mauvais étudiant de ces leçons. Parce que moi, quand j'ai fini, quand je suis allé en France, j'ai terminé les études, j'ai commencé très rapidement à travailler. Et je me rappelle encore certaines phrases qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il m'a dit, maintenant que tu as commencé à travailler, maintiens ton rythme de vie étudiant pendant au moins 2 ans. Peut-être qu'on parle sur 7 ans. Mais c'est pas maintenir un rythme de vie étudiant, ça veut dire rester dans une petite chambre d'étudiant. Alors que tous tes camarades ont déménagé, ils sont allés à Bastos, ils ont pris des appartements, 2 chambres de salon, toi tu restes dans une petite chambre d'étudiant. Tu restes dans une petite chambre d'étudiant avec toutes les moqueries que ça en fait, parce que bien évidemment tes camarades ne comprennent pas. Pourquoi un ingénieur qui coûte plus de 2000 € en France vit dans une chambre d'étudiant? Et bien moi cette phrase était importante parce qu'elle m'a permis de parler beaucoup d'argent. Je pense que dans cette phase-là, je voudrais calculer la bouche, parce qu'elle m'a permis d'épargner vraiment beaucoup d'argent qui m'a aidé à pouvoir par la suite commencer des premiers business. Et dans la vie, il y a 3 moyens de s'enrichir. On a de l'immobilier, vous savez ce que c'est. On a de la création de business et on a de la bourse. Malheureusement, très peu de personnes savent ce que c'est que la bourse. Vrai ou pas vrai? Alors, là je vous montre. Alors, si tu penses, ok. Oui, la bourse, c'est quoi? Je vais expliquer ça très simplement et rapidement pour la bourse. La bourse, c'est un marché, comme le marché central. Okay? Un marché, c'est, écoutez-moi bien à ce stade-ci. Un marché se matérialise par le fait qu'on a 2 catégories de personnes dans un marché, les vendeurs et les acheteurs. Mais la bourse, c'est un marché un peu spécial. Là où se retrouvent des investisseurs qui viennent acheter des produits financiers. Qu'est-ce qu'on appelle un produit financier? Ce n'est rien d'autre qu'un produit qui est mis en place par une institution financière ou régulé par un marché. Donc, en d'autres termes, quand vous allez en bourse, vous y allez pour acheter des actions ou des obligations. Les obligations, ce sont des dettes d'État. C'est important que vous compreniez ça. Tous les États au monde sont endettés. L'État du Cameroun est endetté. Et vous le savez, le Cameroun va prendre sa dette à l'FMI, à la Banque mondiale. Mais peu d'entre vous savent que l'État du Cameroun s'endette sur des marchés financiers. Et donc, ce sont des gens comme vous et moi qui prêtent de l'argent à l'État du Cameroun. Il n'y a pas que la Banque mondiale et le FMI. Par contre, quand on prête de l'argent à un État, on a quasiment la garantie que l'État va rembourser. Juste que les taux d'intérêt sont intéressants. Le Cameroun peut prêter de l'argent à 7-10%. Donc, ça veut dire que tu mets ton argent, tu dis je prête 1 million, 10 millions, 50 millions à l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun te dit je vais te rembourser ça 8% d'intérêt pendant 5 ans, pendant 7 ans. Et l'État du Cameroun va te rembourser. Pourquoi est-ce que un État rembourse toujours? Parce que l'État a le monopole de la taxation. C'est-à-dire que toi, par exemple, si aujourd'hui tu
tu n'as plus d'argent, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire, tu peux aller chercher ton travail, ainsi de suite. Et quand tu n'as plus d'argent, il suffit que tu te lèves demain et ils vont pas commencer à taxer les téléphones. C'est tout. Il peut même décider de dire qu'on va commencer à taxer les taxis, donc on double. Il a le monopole de la taxation. Et ça fait donc que l'État ne peut pas faire faillite. Il aura toujours un moyen d'aller chercher l'argent, soit chez les entreprises. Il peut décider que les grandes entreprises, on double leurs taxes. L'État peut le faire. Et donc l'État est donc un prêteur stable. Donc quand vous allez en bourse et que vous êtes quelqu'un qui ne voulez pas prendre beaucoup de risques, vous pouvez donc acheter des obligations d'État. Ok? Et plus un État est considéré comme dangereux, et plus ces taux sont élevés. Par exemple, les États-Unis, quand ils vont sur les marchés et qu'ils prêtent de l'argent, ils prêtent de l'argent à 2-3%. Quand l'État du Cameroun va sur les marchés, ils prêtent à 7-8%. Mais entre 2-3% auxquels les États-Unis prêtent, 7-8% auxquels le Cameroun prête, c'est des milliards d'écarts. Ne vous fiez pas aux 2-3%, c'est des milliards d'écarts entre les deux. C'est aussi pour ça que les pays africains d'ailleurs souffrent. Du fait qu'ils sont les plus pauvres, mais ils remboursent les dettes plus chèrement que les autres. C'est-à-dire que quand la Banque mondiale prête 1 milliard à la France peut rembourser 1,2 milliard. Quand elle prête le même milliard au Cameroun rembourse 2 milliards. C'est pour ça que la dette est très difficilement. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de demander qu'on annule notre dette. Ce n'est pas qu'on ne rembourse pas, c'est que la dette est très lourde, parce qu'on a des taux d'intérêt très élevés. Bon, bref, quoi qu'il en soit. L'autre moyen de gagner de l'argent, ce sont les obligations. Et les actions. Et les actions, c'est quoi? Les actions, c'est le fait d'aller en bourse pour gagner de l'argent avec les entreprises que tu vois au quotidien. Pour faire ça, quand une entreprise a besoin d'argent, elle peut faire une levée de fonds. Quand c'est une jeune entreprise, elle peut aller en banque. Mais quand elle va en banque, la banque fait beaucoup de conditions. La banque fait des garanties. Et par exemple, comme quelqu'un disait, si tu ne rembourses pas, c'est mal barré pour toi. Mais il y a un troisième moyen pour les entreprises d'aller chercher de l'argent, qui est moins compliqué, c'est la bourse. Les entreprises vont en bourse pour chercher de l'argent. En contrepartie, ce qu'elles font, c'est qu'elles séparent une partie de leur capital. Donc, par exemple, supposons que Orange Cameroun, notre sponsor, aujourd'hui, veut, je ne sais pas, agrandir quelque chose. Il veut peut-être créer un nouveau département, ramener peut-être la 7G au Cameroun, par exemple, et résoudre définitivement le problème de connexion et de bug. Mais pour faire cette opération, ils ont besoin de 10 milliards, par exemple. Et Orange se dit, OK, on ne peut pas aller en bourse, on ne peut pas aller en banque pour chercher cet argent. On peut aller en bourse. Orange va donc en bourse et dit, je veux 10 milliards. Ces 10 milliards, par exemple, représentent 20% de la capitalisation d'Orange. C'est-à-dire que quand on prend la valeur totale d'Orange Cameroun, ces 10 milliards-là valent 20%. OK? Orange donc est prêt à se séparer de 20% de ses parts. Parce que quand vous créez une entreprise et que vous êtes seul, donc vous avez 100% des parts. Quand vous avez quelqu'un d'autre qui vient vous dans l'entreprise, vous partagez les parts. Vous pouvez faire 50-50. Ce qu'il ne faut jamais faire. On ne fait jamais 50-50 quand vous faites business à deux. Parce que si vous faites 50-50, vous ne êtes peut-être pas d'accord, l'entreprise est paralysée. Il faut toujours un chef. 51-49. Toujours. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire business avec les amis. Parce qu'il faudrait que ton ami accepte que ce soit toi le chef. Alors, quel est ce faire? Et donc, Orange a besoin de cet argent et va en trouver. Mais Orange te donne 10 milliards. Vous allez bien comprendre la slide que je vais vous montrer après si vous ne direz pas. Ils vont donc rembourser, ils disent qu'ils veulent 10 milliards. Moi, je dis, ok, d'accord, je crois en Orange. Comme c'est une entreprise, ils n'ont pas très longtemps à faire la téléphonie au Cameroun, ils ont quasiment le monopole, ils ont beaucoup d'investissements déjà, ils ne vont pas faire chuter demain, ils ont un bon staff, je ne pas qu'ils vont continuer de progresser. Donc, je mets mon argent pour acheter des parts de l'entreprise d'Orange. Je me retrouve donc à mettre 1 million, 2 millions, 5 millions, monsieur met 10 millions, madame met 15 millions, Chocos met 100 millions, Bertin met 1 milliard, voilà. Tout le monde croit en Orange. Et au bout de quelques jours, Orange a donc ses 10 milliards qui voulaient. Jusque désormais, Orange a 80% de son entreprise, et nous qui avons investi dedans, nous avons les 20 autres %. Ok? Maintenant, quand nous sommes liés à Orange, ça veut dire que désormais, chaque fois que Orange va gagner de l'argent, Orange vous reste le pouvoir.
Ouais, c'est tout ça. Ça, quand Orange perd, on perd aussi. C'est donc tout ça qu'il faut bien analyser les entreprises qu'on va choisir. Là, je prends le temps maintenant. La salle d'abord. Ceci-là, je vous ai pris cette capture ce matin. Enfin, moi, j'ai pris cette capture à 4 h du matin. Donc, on était déjà là. Et là, je vous ai montré une capture d'écran de mon portefeuille en bourse, de l'un de mes comptes. Et dans ce compte, vous voyez que mes avoirs, ce compte-là sont de 40 millions. Mais dans les 40 millions, j'ai une plus-value. Restez sur cette page. J'ai une plus-value de 13 millions. Ça veut dire que j'ai gagné 13 millions en investissant en bourse en un an. Cet investissement, je l'ai fait en avril de l'année dernière. C'est-à-dire qu'en avril de l'année dernière, j'avais déposé, au total, j'ai déposé 26 millions à peu près. Okay? Les 26 millions que j'ai déposés l'année dernière m'ont en un an généré 13 millions 300 000 sans que je n'ai rien à faire. Est-ce que vous comprenez ce que Peut-être que c'est parce que vous êtes content pour moi ou parce que vous avez mal pour vous-même. Je ne comprends pas en fait. Ou bien c'est parce que vous êtes choqués en même temps. Oui, dis-moi que tu as pas l'impression que l'école c'est ouvert. Ça, c'est pas ouvert. On avance. Ok, et donc là j'ai caché à gauche, bien évidemment. Là, à gauche, vous avez la liste des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Ok? Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, j'ai investi et j'ai acheté des actions. Donc, la première entreprise, vous avez la quantité totale 700. J'ai acheté 700 actions de cette entreprise. La deuxième, j'en ai acheté 250, 400, 300 ainsi. Ok? Donc là, j'ai investi dans une dizaine d'entreprises, mais 26 millions. Et quantité en cours, c'est-à-dire, est-ce qu'en ce moment, je suis en train de faire un achat mouvement? Non, c'est zéro. Quantité disponible, donc vous les avez. Il n'y a pas de mouvement en ce moment. Le CMD, c'est le coût moyen auquel j'ai acheté des actions. C'est-à-dire que je n'ai pas mis 26 millions d'un seul trait. Ok? Le premier investissement, j'ai mis 16 millions. Et j'ai mis 16 millions en avril 2025. Et en novembre 2025, parce que les 16 millions avaient déjà généré à peu près 6 millions, ça va donner le coût, j'ai pris confiance, j'ai rajouté 10 millions. Ok? C'est pour ça que je suis arrivé à 26 millions. Réinvestissant donc en novembre, j'ai repris certaines actions sur lesquelles j'avais déjà investi au préalable et j'ai pris de nouvelles actions en plus. Et donc c'est ce qui m'a amené à ce portefeuille. Maintenant, regardez bien comment on gagne de l'argent en bourse. Donc vous voyez bien le gaz. Quand j'ai acheté, je vais monter, que ce soit plus clair. Le téléphone, c'est sur le bras. Quand j'ai acheté, je suis désolé pour ceux qui sont derrière, mais quand j'ai acheté ici, ok, on était à 4182, c'est-à-dire qu'une action de cette entreprise, quand j'ai acheté, c'était 4182, celle-ci c'était 2500, 5400. Pour ceux qui se demandent, il faut combien pour investir en bourse? En réalité, même avec 10 000 francs, tu peux déjà acheter 4 actions de cette entreprise. Ce n'est donc pas une histoire de riches. Tout le monde peut investir en bourse. Celle-ci, l'action coûte 10 000. Celle-là, 22 000. Celle-ci, 25 000. Celle-là, 8 000, 8 000, 12 000, 1600. Mais, entre le moment où j'ai investi et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. La valeur des actions a augmenté. Vous me suivez? Ou pas? Je vous ai perdu ou pas? Non, c'est bon. Ok. Donc, la valeur de l'action ici donc était de 4 100 quand je l'ai acheté l'année dernière. Aujourd'hui, elle est de 9 400. Ça veut dire qu'en un an, la valeur de cette action a quasiment plus que doublé. Ça veut dire que l'argent que j'avais investi, aujourd'hui, cet investissement vaut 6 580 et dans les 6 580, j'ai 3 600 de bénéfices. Est-ce que c'est clair? Là, vous devez applaudir quand même. Et vous devez donc toutes les pages du tableau. Par exemple, par exemple, j'aime bien celle-ci aussi. Dans celle-ci, quand j'ai acheté l'action, elle valait 12 000 francs.
Aujourd'hui, l'action vaut 21 000. L'action a doublé. Aujourd'hui, cette action vaut. Donc, sur ce compte, j'ai 8 millions. Et dans les 8 millions, j'ai un bénéfice de 3 450 000. 3 millions ici, 3 millions ici, 2 millions. Donc, je peux rapidement voir dans mon portefeuille des entreprises qui drainent la croissance. Mais regardez en toute honnêteté. Vous voyez aussi que sur certaines lignes, il y a moins. Ça veut dire que sur ces actions-ci, tu perds de l'argent. Ça veut dire que quand j'ai investi dans cette action, la valeur était de 8 700. Aujourd'hui, elle est de 7 400. Donc, ma valeur ici est de 2 millions, mais dans les 2 millions, j'ai une perte de 352 000. Et dans celle-ci, pareil, 6 millions, la valeur aujourd'hui me fait perdre 61 000. Vous voyez que dans ma dizaine d'actions, j'ai 8 actions qui gagnent, j'ai 2 actions qui perdent. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai encore ces 2 actions, parce que je peux les vendre à tout moment. Donc je peux considérer que ces 2 actions-ci, comme elles sont négatives, je vais les vendre, je vais récupérer mon argent et je vais réinvestir dans celles qui marchent. Mais je ne sais pas si c'est un peu que ça. Donc, je pense que ces entreprises vont gagner. Donc je ne bouge pas. Cette entreprise qui gagne aujourd'hui, elle sera 3 mois derrière. Aujourd'hui, je gagne la mission. Ces 2-ci qui perdent, je suis convaincu, d'après les analyses que j'ai faites du marché, qu'elles vont finir par gagner. Donc je suis patient. Donc, quand je reviendrai vous voir l'année prochaine, dans 2 ans, peut-être que la valeur de ce portefeuille ne sera donc de 40 millions, mais elle sera beaucoup plus grande. Je vais vous donner des exemples concrets qui vont vous faire mal. Parce que s'il y a un domaine dans lequel l'ignorance coûte cher, c'est dans celui de l'argent. S'il y a 20 ans, en 2006, beaucoup d'entre vous ici, en 2006, c'était déjà des adultes. Si en 2006, il y a 20 ans, vous aviez mis 500 000 francs en bourse, avance, chez Apple, vos 500 000 francs vaudraient aujourd'hui plus de 80 millions de francs, sans que vous n'ayez rien fait. S'il y a 20 ans, en avance, vous aviez mis plutôt 500 000 chez Nvidia, vos 500 000 vaudraient aujourd'hui plus de 300 millions de francs. Ah, avance. Je sais que ça fait mal. Parce qu'il y a 20 ans, c'était avec déjà 500 000. Mais ils ont préféré vivre la vie du plaît.